Nicolas Casadi, bonjour. Bonjour Sonia Rollet. 2 ans après l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, est-ce que vous estimez que la rupture avec son prédécesseur Joseph Kabila est consommée? Si vous parlez de la rupture dans le cadre de l'accord FCC-Cash, eh bien, elle est clairement consommée. Mais vous n'avez pas encore le contrôle du bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, c'est un bureau provisoire. Il y a toujours le gouvernement Ilunga. Vous êtes au courant qu'il y a un grand processus qui est en cours. Et puis, la situation est assez complexe parce que ce sont les mêmes acteurs qui se recomposent et qu'on retrouvera, mais dans le cadre d'une nouvelle vision, d'une nouvelle approche. Ce nouveau groupe, élargi à d'autres qui n'étaient pas dans la majorité, montre qu'on est en train simplement de donner l'occasion d'un sursaut national à la classe politique pour redresser les choses. Il y aura toujours une minorité de gens qui refuseront d'adhérer à l'Union sacrée pour la nation. C'est d'ailleurs bien pour la démocratie, mais ils sont clairement minoritaires et c'est probablement parmi eux qu'on retrouvera ceux qui ont rendu impossible le fonctionnement de la coalition FCC-Cash. Mais est-ce que du coup ça veut dire que ce sera des alliés à part entière ou finalement il faut que ce soit des soldats qui soient alignés derrière la vision du chef de l'État? Mais non, le chef de l'État a été clair. Il a très clairement martelé le 23 octobre et le 6 décembre le cadre dans lequel il inscrivait son action. Et il a été suffisamment détaillé pour donner l'occasion à la classe politique d'adhérer en pleine connaissance de cause. Il a détaillé les principaux éléments sur lesquels on devait travailler pour le reste de la mandature. Il n'y a pas plus clair que ça. Dans le dernier discours à la nation du président, il n'y avait pas de référence aux réformes électorales. Est-ce que cette question pourtant cruciale n'est pas en train de disparaître derrière la crise politique qui oppose Cash et le FCC? Non, absolument pas. Le président venait quelques jours auparavant, le 6 décembre, il venait de le dire de manière très claire dans son discours à la fin des consultations. Il a mentionné le recensement qui doit être fait dans les meilleurs délais. C'est depuis 1984 qu'il n'y a plus de recensement dans ce pays. Il a mentionné l'identification. Ça fait plus de 30 ans qu'on n'a plus remis de carte d'identité pour les citoyens dans ce pays. Et puis il a mentionné l'enrôlement électoral. C'est 3 temps importants qui vont rendre les prochaines élections beaucoup plus sûres, beaucoup plus fiables. Et ensuite, il y a les questions beaucoup plus politiques, de loi électorale, de système de scrutin, qui, elles, seront débattues par les députés. Mais là également, il a donné le cadre en souhaitant qu'il y ait une démocratie plus forte, avec des majorités plus claires, et que la loi électorale ne fasse pas la promotion de petits partis, ne fasse pas la promotion de l'ethnicisation de la politique. Vos anciens alliés du FCC vous accusent de ne pas respecter la démocratie, de ne pas respecter les lois et de violer toutes ces règles pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez? Mais de qui parlez-vous? On parle de plus de 300 députés, presque 400, qui ont rejoint l'Union sacrée pour la nation. De qui parlez-vous exactement? Du FCC de Joseph Kabila. En l'occurrence, ils disent clairement que pour arriver à démettre le Premier ministre Sylvestre Ilunga et son gouvernement, ce sera illégal, qu'une partie de ce qui est fait à l'Assemblée nationale par le bureau d'âge, le bureau provisoire, c'est illégal. Eh bien, c'est normal qu'ils jouent leur rôle dans l'opposition. Que voulez-vous qu'on dise? Eh bien, qu'ils aillent devant les instances pour se plaindre de ce qu'ils considèrent illégal. Mais ce qui est sûr, c'est que l'écrasante majorité de la classe politique et de l'opinion publique est clairement derrière l'Union sacrée pour la nation et la nouvelle donne imprimée par le chef de l'État. Comment vous espérez faire du neuf avec du vieux? Puisque vous-même vous le dites, il va y avoir des cadres de l'ancien régime qui vont être recyclés dans cette union sacrée. Qu'au niveau des forces de sécurité, il n'y a pas eu forcément de grands changements pour l'instant et qu'il y a toujours des généraux qui sont accusés de violation. Comment vous espérez faire le changement sans changer l'essentiel des acteurs qui ont fait l'histoire du Congo ces 20-30 dernières années? Eh bien, écoutez, il faut tirer les leçons de l'expérience. Souvenez-vous de ce balayage qui a eu lieu en 97 à la fin du régime Mobutu. On a pensé qu'il fallait balayer tout le monde et recommencer et on a vu les résultats que ça a donné. Le plus important, et c'est ça la force de l'action du président Tshisekedi, c'est de conduire les gens à changer eux-mêmes de manière à ce que nous changions ensemble. C'est un exercice complexe, très fort, qui demande un fort leadership et je crois que jusqu'à présent il le mène très bien. Je peux vous en donner quelques exemples. Pour ce qui est de la police par exemple, c'est la même police qui a pourchasser les combattants, les militants des partis politiques qui se battaient pour la démocratie et les élections jusqu'en 2018. Mais aujourd'hui, sur ce plan-là, il est clair que ces mauvaises pratiques ont totalement disparu. Mais ce n'est pas complètement l'avis des organisations de défense des droits de l'homme, que ce soit pour les journalistes, les activistes, les voix dissidentes. Ils constatent que sur la dernière année, il y a eu plutôt une restriction de l'espace politique, que c'est aussi à cause de la présidence et notamment de l'Agence nationale des renseignements. Madame, on parle de plusieurs
décennies de mauvaises pratiques. On ne va pas changer intégralement les gens en quelques mois ou en quelques années. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un changement important. Je vous ai donné l'exemple de la police. La justice elle-même, qui n'est pas encore parfaite, aujourd'hui a compris, à cause du leadership politique, qu'il fallait s'orienter différemment et ces pratiques sont en train d'évoluer. Où en est-on des négociations avec le Fonds monétaire international? Le président espérait la signature d'un accord programme de 3 ans d'ici la fin de l'année et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus trop de discussions, que ça avance plus. Non, ça avance. Seulement, il y a un processus politique en cours que tout le monde suit et qui ne permet pas d'avancer au rythme voulu en ce qui concerne les discussions avec le Fonds monétaire international. Le dialogue est en cours. La semaine prochaine, il y aura déjà quelques actions en préparation d'une mission qui va suivre très bientôt. Et ces choses vont s'accélérer sans doute avec le nouveau gouvernement parce que résolument, la décision est prise de continuer vers un programme avec le FMI qui va permettre au pays de continuer de bénéficier de cette bonne collaboration avec les institutions financières internationales et avec les bailleurs de fonds. Sachez qu'entre février 2019 et aujourd'hui, les montants d'aide qu'on a reçus sont sans précédent dans l'histoire de ce pays. Mais ces bailleurs de fonds, justement, ils ont été très présents sur les 6 premiers mois de l'année, beaucoup moins sur ces 6 derniers mois, notamment le FMI et la Banque mondiale. C'est parce qu'aussi ils posent des conditions de transparence qui, pour l'instant, n'ont pas été, disons, rencontrées à tous les niveaux. Il y a eu quelques avancées en termes de transparence, mais pas partout. Non, nous sommes dans un progrès en matière de transparence, mais il est clair que tout n'est pas encore parfait. Mais ça n'a pas empêché au FMI et même à la Banque d'octroyer une assistance particulière pour aider le pays à faire face à Covid. Et même la Banque africaine de développement. Maintenant, il y a eu tout récemment quelques incidents dans le cadre justement de la lutte contre la corruption en ce qui concerne le contrôle de la paye des enseignants à travers le CECOP. Et cela a ralenti certains décaissements, notamment de la Banque mondiale, mais ce n'est que normal et ça montre que nous continuons de nous préoccuper de ces questions de corruption. Sur la lutte contre la corruption, il y a 1 an, on commençait à parler du programme des 100 jours. Il y a eu des arrestations qui ont eu lieu dans l'année et en fait, on se rend compte 1 an après que toute une partie des gens, ou la plupart des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de ces procédures, ont tous été libérés, sauf Vital Kamerhe finalement, et Sami Jamal. Non, vous faites de la caricature. Il y a des gens qui ont été acquittés dans cette procédure. Et la justice, elle est là, elle est à charge et à décharge. Il y en a d'autres qui ont été condamnés et ensuite il y a eu des éléments nouveaux qui ont conduit à leur libération. Il y en a, je crois, 2 seulement. Le reste, ils sont toujours emprisonnés. Et nous savons que nous venons de loin dans un contexte difficile. Il faut apprendre à faire confiance et aider la justice à le faire bien et sereinement surtout. Quand on y met trop d'émotions, on gêne une bonne administration de la justice. Est-ce qu'il y a des enquêtes, par exemple, de l'IGF qui font l'objet de procédures judiciaires et d'autres qui n'en font pas? Comment vous expliquez qu'il y a des dossiers qui avancent très vite et puis d'autres, finalement, qui sont quasiment oubliés? Mais madame, même dans votre propre pays, il y a des affaires qui concernent les hommes politiques qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, dont les procès n'ont même pas encore démarré, mais qui vont vers des procès. Pourquoi est-ce que des acteurs comme l'Israélien Dan Gertler, l'Indien Harish Shagdani ne font pas l'objet de procédures quand il y a eu beaucoup de dénonciations à leur encontre? Écoutez, laissez le temps au temps. Ce sont des questions sensibles qui doivent être gérées sérieusement avec des éléments probants. Elles ne doivent pas être gérées au rythme des rumeurs ou au rythme des titres de journaux tout simplement. Donc laissez le temps au temps. Nous sommes dans un gros effort de redressement et nous venons d'une situation où la corruption était généralisée. Alors faut-il tout arrêter, mettre tout le monde en prison et arrêter de fonctionner? Non, il faut sérier les choses et les attaquer les unes après les autres en fonction de leurs priorités et de leurs effets. Il faut beaucoup de sagesse dans ce qui est conduit. Et ensuite, il faut des capacités pour faire tout ça. Il faut des gens pour suivre les dossiers. Il n'y en a pas à l'infini. Et il faut surtout des dossiers bien montés. Si vous n'arrivez pas à avoir de l'assistance internationale, et notamment le FMI et la Banque mondiale dans les prochains mois, est-ce que vous pensez que la situation économique peut tenir en RDC, notamment quand on voit qu'on est à 2 semaines de réserve internationale de change? Il est vrai que la situation est difficile, pas seulement pour la RDC, mais pour l'ensemble de la planète. Heureusement que la solidarité internationale se met en place et que les institutions financières internationales, et en premier lieu le Fonds monétaire, l'ont bien compris, ont beaucoup évolué. Il y a des discussions à plusieurs niveaux, y compris au niveau du G20, pour un allègement de la dette. Mais c'est vrai que nous avons besoin
de surmonter la crise Covid, de relancer définitivement notre secteur productif et de continuer surtout de mobiliser de l'impôt. Notre grand défi est là. On a une grande défaillance en ce qui concerne la mobilisation de l'impôt et c'est notre plus grand défi pour la période qui vient. Mais on a toutes les raisons d'être positifs parce que ce dialogue que nous avons avec le FMI, la Banque mondiale et d'autres nous permet de travailler sur nos finances publiques, sur la réforme de nos finances publiques et nous permet également